Bonjour à tous. La vie étudiante est souvent considérée comme une période bénie dans la vie d'un individu. Jeunesse, insouciance, absence de responsabilités professionnelles et familiales. Bref, une vie idéale dont on rêve tous. Mais cette vision idyllique est-elle vraiment fidèle à la réalité de ce que vivent les étudiants ? Je peux déjà vous répondre que non. Si le problème du logement est régulièrement traité, d'autres, pas moins importants, le sont de plus en plus, comme la santé et l'alimentation, qui vont d'ailleurs souvent de pair. Alors c'est vrai que nous avons eu une petite pandémie qui a pas mal compliqué les choses. Mais au-delà des difficultés dues à la crise, les images des longues files d'étudiants dans les distributions alimentaires ont rendu visible la paupérisation d'une partie de cette population, phénomène grandissant depuis plus de 15 ans. Alors quelles sont les solutions ? Comment faire en sorte que nos chers étudiants passent plus de temps à étudier qu'à se demander ce qu'ils vont pouvoir manger ce soir ? Eh bien, réponse tout de suite avec mon invité. Mona Lamrani, bonjour. Bonjour. Mon invité, c'est vous. Vous êtes chargé de mission événementielle pour l'Agorae au sein de l'AGEP. Alors, l'AGEP, c'est l'Association Générale des Étudiants de Paris. Et l'Agorae, on va longuement en parler, ce sont les épiceries solidaires et tout ce que vous faites pour venir en aide aux étudiants en précarité. Mais avant de commencer, j'ai une question toute bête à vous poser. En préparant l'émission, j'ai vu qu'il était convenu pour tout le monde, que ce soit de Pôle emploi, à des professeurs, à n'importe qui, qu'en 2030, 85% des métiers n'existent pas encore. À quoi ça sert de faire des études ? Alors les études, ça apporte pas mal de choses. Donc ça va nous permettre d'ouvrir notre esprit à un large panel de choses. Donc on va pouvoir s'intéresser à des matières qu'on ne connaissait pas au lycée, collège. On va acquérir toutes ces connaissances qui plus tard vont construire les métiers de demain. C'est vrai qu'avant, il faut se dire qu'on ne pensait pas être ingénieur en informatique quand les ordinateurs n'existaient pas. Absolument. Pourtant, ils ont appris un peu tout ce qui était les mathématiques, coder et tout ça. Ça arrivait au fur et à mesure du temps. En fait, on gagne en... En quoi ? En confiance pour l'avenir ? On gagne en acquis intellectuel ? C'est quoi ? On gagne en compétences, je dirais. En compétences ? Je gagne en compétences. L'être humain ne cesse de s'améliorer, on cesse de découvrir de nouvelles choses. Mais ça, c'est suffisant pour trouver du travail plus tard ? Est-ce que c'est suffisant ? Seul l'avenir nous le dira. Ah oui, bah ça c'est une réponse. Ah non, si vous pouvez donner des réponses comme ça. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui. On va en parler justement. Alors on va en parler maintenant. L'Agorae. C'est quoi l'acronyme d'ailleurs ? L'acronyme d'Agorae, c'est Association Générale. Ah non, ça c'est AGEP. L'Agorae n'a pas d'acronyme. Il n'y a pas d'Agorae. Ça veut dire quoi alors Agorae, ça sort d'où ? J'avoue ne pas savoir. D'accord. Donc, on va reprendre. Et l'Agorae, c'est un projet lié à l'AGEP, à l'Association Générale des Étudiants de Paris. Quel est le but de ce projet ? Comment il est né ? D'où ça vient et qui a porté au départ cette envie et cette réflexion de se dire il y a des gens qui ont du mal à se nourrir, on est là, il faut faire quelque chose. Ça vient d'où ? Pour savoir d'où vient ce projet, il faut remonter des années avant, même depuis 2004-2006. En fait, c'est la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, donc, qui représente tous les étudiants du territoire français, qui a commencé à mettre en lumière ce qu'était la précarité étudiante. À travers quoi ? Ils ont fait des enquêtes et ils ont découvert qu'en fait, en 2011, 40% des étudiants ont été forcés de devenir salariés. Ils ont été forcés de prendre des emplois pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On parlait souvent des problèmes de logement, ça va de pair tout ça. Ça va de pair, oui, pour tout simplement payer tout ce qui est nourriture, logement, enfin la vie en général, pour vivre. Ouais. Ils ont été obligés de prendre un emploi en plus de leurs études. 10 ans après, du coup, si on revient à aujourd'hui, en fait, ça a augmenté à 46% maintenant. Donc ce n'est que crescendo. C'est ça, ça ne va pas en diminuant. Alors, 40% des étudiants obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins. En quoi c'est un problème ? Parce que certains pourraient se dire que c'est du temps en moins pour les études. Ouais. Donc ça va en palliant à leurs études, ça va pallier à leurs études, ça leur laisse moins de temps pour étudier. C'est un peu une source de stress aussi parce qu'en période de partiel, il faut réussir à poser des jours pour réviser. En fait, ça monte du stress. Non, mais je vous pose cette question parce que, comme les gens peuvent le voir, je suis un petit peu plus vieux que vous, mais j'ai toujours entendu, j'ai toujours connu des étudiants qui travaillaient, qui avaient des petits jobs à droite, à gauche pour...
Alors peut-être pas pour subvenir à leurs besoins, pour améliorer leur quotidien peut-être. Et là, la différence? Oui, la différence est là, c'est que là, c'est vraiment obligatoire. Enfin, ils sont forcés. C'est pas un choix. Ils ont été forcés de devenir salariés. Là, dans les 40% d'étudiants, est-ce qu'il y a des secteurs plus touchés que d'autres? Est-ce qu'il y a des filières d'étudiants plus touchées que d'autres? Est-ce que dans ces 40%, on retrouve des étudiants en médecine, comme des étudiants en philo, comme des étudiants en lettres modernes, ou il y a des secteurs qui sont plus sensibles et plus sensibles à ces difficultés? Non, je pense que c'est vraiment des étudiants qui viennent de partout. En fait, on ne peut pas se rendre compte, un étudiant en situation de précarité, ça ne se verra pas qu'il l'est. Et pourtant, ça touche vraiment énormément d'étudiants de toutes les filières, finalement. Pourquoi vous dites que ça ne se verra pas? Souvent, c'est un peu une source de honte pour les étudiants d'être dans cette situation-là. Donc, ça va passer à travers des petits mensonges, des petits non, ce soir, je suis trop fatiguée pour sortir », alors que c'est juste qu'il n'a pas les moyens de s'offrir une sortie supplémentaire. Ah oui, c'est donc quand vous parliez tout à l'heure de stress, le stress, il est aussi là. C'est ça. Qui vous accompagne au sein de l'Agorae? Parce que j'imagine que... Alors, comment fonctionne le principe de ces épiceries solidaires? Elles sont ouvertes au sein des universités, elles sont ouvertes au sein des cités universitaires. On les trouve où? Comment ça se passe? Qui fournit l'alimentation? Est-ce qu'on est sûr de trouver des produits de qualité? Est-ce qu'on a un équilibre alimentaire? On parle beaucoup de ça en ce moment. Comment ça se passe? Alors, les Agorae, c'était un projet du coup créé par la FAGE et monté par les associations territoriales. Donc à Paris, c'est la GEP qui les gère. D'accord. Ces associations, elles sont ouvertes à tous pour les lieux de vie. Par contre, pour le côté épicerie, c'est ouvert sur critères sociaux. Donc c'est des dossiers à envoyer. Attendez, vous me parlez de lieu de vie, moi je vous parle d'épicerie. C'est deux choses distinctes ou non, c'est lié. Quand vous rentrez dans une Agorae, ouais, vous avez le lieu de vie avec des canapés, des cafés où vous pouvez vous poser. Et il y a aussi l'épicerie à côté, au même endroit. Qu'est-ce qu'ils recherchent le plus, les étudiants? Les étudiants, ce qui les attire d'abord, c'est bien sûr l'alimentation. Mais on a aussi des étudiants qui, en faisant leurs courses, aiment ce lieu de vie, s'asseoir, pouvoir discuter, pouvoir avoir une oreille qui les écoute, parce que vous trouverez toujours quelqu'un qui vous écoute dans une Agorae. Pourquoi en dehors de... Il n'y a pas moyen de discuter entre étudiants? Il y a quelque chose qui m'échappe là. Comment se fait-il qu'ils se sentent plus en confiance dans une Agorae pour discuter avec les autres, alors que toute la journée ils sont en fac, ils sont dans des amphis, en train de... Qu'est-ce qu'ils trouvent dans une Agorae qu'ils ne trouvent pas au quotidien ailleurs? Ça dépend du caractère de chaque étudiant. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir des étudiants internationaux qui ont un peu du mal au départ à sociabiliser tout ça. Du coup, c'est pour un peu ce côté-là, sociabiliser. La crise sanitaire aussi qui n'a pas aidé. Donc, à l'Agorae, ils retrouvent des gens. En fait, ça devient vraiment un lieu de vie où les gens peuvent se retrouver. Alors, vous avez bien tout à fait raison de me parler de la pandémie. Donc, la pandémie a été pour tout le monde très difficile dans tous les secteurs d'activité. En revanche, et notamment dans le monde étudiant, il est certain que ça a posé beaucoup de problèmes, mais avec le recul, enfin même si on est encore dedans, mais rien à voir avec ce qu'on a connu au tout début, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses qui en sont ressorties positives de cette pandémie? Est-ce que ça a permis de mettre le doigt sur certains aspects compliqués de la vie d'un étudiant en disant, voilà, ça fait des mois et des mois qu'on vous en parle, voire des années, là, la réalité, elle vous saute aux yeux, il faut agir. Est-ce que cette pandémie va avoir une conséquence positive sur le monde étudiant? La pandémie a mis en lumière la situation des étudiants en situation de précarité, ce qui fait que pendant la crise du Covid, on a pu voir pour la première fois à la télé des étudiants qui faisaient la queue pour se nourrir tout simplement. Chose qu'avant, on en parlait très rarement et très peu. Et on peut croire que c'est le Covid qui a créé cette précarité, alors qu'elle existait des années avant cela. Et pourtant, personne ne la connaissait. Le fait qu'il y ait la pandémie, il y avait une excuse de pouvoir se présenter et afficher sa difficulté peut-être en se disant « ouais, mais là, je suis obligé parce qu'il y a la pandémie », alors qu'en fait, même avant, c'était déjà difficile. C'est ça qu'on peut comprendre ? Non, avant c'était déjà difficile, oui, mais déjà la pandémie a fait qu'accroître le nombre de bénéficiaires. Nous, on a connu plus de bénéficiaires après la pandémie. Donc il y a eu ces difficultés-là. Vous avez combien de bénéficiaires ? À Paris, on en a 400. Ouais. En France, en tout, il y en a 13 000. 13 000 bénéficiaires pour 32 Agorae. 32 Agorae, 13 000 bénéficiaires. Et donc depuis 2011 ? Oui. Et plus 6% en 10 ans ? C'est ça, de 40% à 46%, si j'ai bien compris, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Des gens qui se déclaraient, oui, voilà. qui se sont déclarés, pas forcément bénéficiaires. Mais en fait, vous n'avez aucun intérêt à ce que les Agorae soient des succès, en fait. Parce que plus il va y en avoir, plus c'est significatif de la difficulté que rencontrent les étudiants.
Il y a c'est le paradoxe des Restos du Cœur aussi. Comment vous allez gérer ça? S'il faut que vous en ouvriez une dans tous les quartiers et qu'il y a un moment financièrement, économiquement, comment ça va se gérer? Alors économiquement, en fait, on est autosuffisant. Donc l'Agorae se remplit donc par des collectes qu'on fait. Donc on fait des collectes sur Paris, donc avec les magasins. Ouais. Donc, on a aussi un partenariat avec la banque alimentaire. On a des partenariats qui nous livrent des produits frais, des fruits et légumes, qu'après nous revendons à prix réduit, donc à moins 90% du prix du marché. Ça veut dire que dans une Agorae, 10 € de course, c'est l'équivalent de 100 € de course dans les grandes surfaces. Il n'y a que les étudiants qui peuvent y aller? Oui. Mais comment vous faites? Alors, on va sortir un peu du sujet. Demain, vous avez quelqu'un qui est dans une grande difficulté visible, annoncée clairement, et qui vous dit « Mais moi, j'ai faim, je ne suis pas étudiant, mais vous lui dites non ?» Non, on ne dira pas non. On a un pôle pour ça à la GEP, excusez-moi, qui s'appelle Mes droits. Ouais. Donc, on a des personnes qui sont spécialisées, qui connaissent un peu tous les droits auxquels on peut avoir. Et nous, notre objectif, c'est de le rediriger. On ne dira que nous, malheureusement, on ne pourra pas l'aider. Mais on connaît un peu, on pourra le rediriger vers d'autres associations qui, eux, pourront l'aider. Mais est-ce que c'est le rôle des associations d'étudiants de, justement, s'occuper du social, entre guillemets, presque d'humanitaire? C'est pas votre rôle? Une association d'étudiants, à la base, c'est quoi? C'est pour aider dans la formation, dans le cursus universitaire, dans les études, c'est soulager, enfin, c'est apporter un accompagnement. Là, il y a vraiment un changement de paradigme presque, non? Il y a un autre objectif qu'on a, c'est la défense des droits de nos étudiants. Donc, on est vraiment là pour eux, pour les accompagner. C'est pour ça que, même si on pourrait se dire que ce n'est pas forcément à nous de le faire, mais si on ne le fait pas, qui le fera? Oui, mais qui le fera? Qui le fera si on ne le fait pas? Mais si vous ne le faites pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le feront. Peut-être que d'autres personnes le feront, mais elles peuvent aussi le faire en même temps que nous. Absolument. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on parlait des étudiants. Vous n'acceptez pas que les étudiants français, on est d'accord, vous acceptez les internationaux. Est-ce qu'il y a des étudiants pour qui c'est plus difficile que pour d'autres? Des régions du monde qu'on peut tout à fait comprendre. Hein. Il y a des régions qui sont un peu moins économiquement riches que l'Europe. Est-ce que... vous voyez toujours les mêmes profils ou non? C'est vraiment multi-international? C'est vraiment international pour le coup. On a aussi bien des étudiants africains que venant d'Amérique du Sud, asiatiques. On a vraiment de tout. Vraiment, tout. Alors justement, l'Afrique, on va y aller. On va aller à Lomé, au Togo, où notre correspondant Nicolas Louya est allé tendre son micro à des étudiants et on va voir ce qu'ils nous disent concernant leur situation. On va pouvoir comparer après et on en parle juste après. On regarde. L'avènement de la pandémie liée à la Covid-19 a remis au goût du jour les débats sur les conditions de vie des étudiants. Au Togo, un grand nombre d'apprenants vivent dans une situation précaire caractérisée par des difficultés de logement, de paiement de frais d'études ou encore de fournitures. Conséquence, décrochage, voire abandon total des études. Face à ce constat, des associations et centres de formation tentent de venir en aide aux étudiants dont les moyens sont limités. C'est le cas de l'Institut de formation ACT, situé dans la commune du Golfe 7 à Lomé. Ici, des dispositions sont prises de sorte à faciliter l'accès à l'éducation des apprenants, notamment ceux issus des familles à faible revenu. Ceci, dans un contexte où la transmission du savoir a été littéralement perturbée par la crise sanitaire avec l'introduction improvisée des cours en ligne. Nous avons des jeunes qui, déjà après leur bac, souffrent, n'ont pas les moyens de continuer les études. Donc du coup, nous les recevons ici. Et en 6 mois, en des formations accélérées de 6 mois au plus 9 mois. Et nous les donnons les formations qu'il faut. Depuis sa création en 2017, une centaine d'étudiants, dont la plupart ont pu s'insérer dans la vie professionnelle, ont été formés dans cet institut essentiellement dans les domaines du multimédia et du secrétariat. Même si le plus gros challenge des responsables reste aujourd'hui l'amélioration du contenu de formation au regard des exigences du marché de l'emploi, il y a de quoi être fier. Nous disposons des matériels qu'il faut. Et chaque année, par rapport à l'évolution de la technologie, donc, nous faisons la mise à jour de nos matériels. D'ailleurs, même à la fin de ce mois, nos partenaires arrivent encore avec d'autres matériels. Avis partagé par ces étudiants qui espèrent trouver un emploi ou carrément se lancer à leur propre compte une fois à terme de leur formation. Ce n'est pas un centre où on accumule
beaucoup d'élèves ou bien beaucoup d'étudiants en fait. Donc pour qu'on se dise que non, on n'est pas à l'aise, on a peur du corona et autres. Il y a tout que l'administration a mis à notre disposition. Par exemple, les PC pour chaque étudiant, côté multimédia, secrétariat et autres. Les salles sont bien équipées. Les professeurs nous expliquent bien les choses. Ils nous aident à bien s'améliorer dans les cours et nous donnent beaucoup de connaissances sur tous les domaines. Au Togo, selon les derniers chiffres relatifs à l'enseignement primaire et secondaire, environ 13 000 élèves ont quitté les bancs. Des chiffres qui font froid dans le dos. Mona, on le voit, que ce soit au Togo ou n'importe où dans le monde, on retrouve un peu les mêmes difficultés. Après, ce sont les moyens dont on dispose, mais pour des étudiants, il peut être toujours difficile de s'héberger, de se nourrir, de se loger, de faire attention à sa santé. On l'a compris, souvent, ce sont les autorités et les gouvernements qui agissent. Là, on est à quelques jours des élections présidentielles. Demain, Mona Lemrani est présidente de la République en France. Quelle est votre première décision, tout de suite, dans la minute, dans l'heure, pour le monde étudiant ? Pour le monde étudiant, ma première décision, je pense que ça serait de construire plus de logements étudiants. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup de soucis à se loger, donc des étudiants qui vivent à la rue. Des étudiants qui vivent à la rue ? Oui. En France ? En France. Comment ça, dans la rue ? Des étudiants qui sont à la rue, qui n'ont pas de logement. Mais littéralement, qui vivent dehors. Qui nous envoient un message en disant ce soir, je ne sais pas où je vais dormir, j'ai besoin d'aide. Et comment vous faites à ce moment-là ? On redirige tout le jour, on essaie de trouver une solution, mais malheureusement, on n'a pas... Ouais, en France, c'est toujours très compliqué aussi de trouver des accès à des logements. Donc, première décision, les logements. Oui. Il en manque combien, selon vous ? J'ai pas de chiffre exact, mais il en manque, pour le coup. Oui. Mais genre cité universitaire, en fait, c'est ça ? C'est ça. Oui, en cité universitaire ou même ailleurs. Mais il n'y a rien qui est prévu, là, dans les candidats, dans les annonces. J'imagine que vous êtes assez attentive un peu à ce qui se dit. Il n'y en a pas qui... On n'a pas l'impression qu'ils parlent beaucoup de la jeunesse. C'est vrai que la jeunesse manque un peu de lumière. Oui. Alors, sinon... Au sein du monde étudiant, les politiques sont perçues comment et l'avenir et les actions des politiques sont perçues comment ? Il y a des étudiants très militants, ceux qui en ont un peu pas grand-chose à faire et ceux qui ne servent pas, ou c'est plus précis que ça, c'est plus pertinent que ça ? On essaye toujours de sensibiliser les étudiants sur l'importance des présidentielles. C'est vrai qu'on n'a personne qui nous sensibilise à ça quand on a 18 ans, qu'on va devoir aller voter. À part à l'école en éducation civique, on vous a appris que c'est important d'aller voter. Une fois tous les 5 ans. C'est ça, voilà. On nous a dit ça, on était en CM2, des choses comme ça. C'est vrai qu'on manque, je pense, un peu aussi de connaissances sur ce sujet-là. Donc c'est un de nos projets, on essaye, par des communications notamment, de sensibiliser nos étudiants à l'importance d'aller voter. On va écouter Étienne Mercier, directeur du service opinion de l'Ipsos, l'institut de sondage bien connu en France. Et on leur a demandé ils ont posé la question, quel regard ont les jeunes sur les élections ? On écoute et vous me direz ce que vous en pensez. De nombreux jeunes aujourd'hui en majorité quand même nous disent avoir des problèmes pour payer leur logement, pour payer leurs soins médicaux, pour pouvoir se nourrir convenablement et de façon équilibrée. Tout ça fait qu'on a quand même un panorama quand même relativement inquiétant. Et ces jeunes qui arrivent dans cet état d'esprit regardent la campagne présidentielle avec un certain détachement, qui est là aussi inquiétant parce qu'ils considèrent que les politiques ne répondent pas à leurs aspirations. C'est beaucoup, comme vient de le dire M. Mercier. Un jeune sur deux n'est pas trop concerné par les élections. Moi, la question que je me pose, c'est à quel moment il y a une cassure dans le process de l'élève, du collégien, du lycéen et de l'étudiant? On a l'impression qu'au départ, ça se passe bien. Il y a un moment, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que, d'un seul coup, l'étudiant bascule dans un autre monde avec d'autres difficultés, selon vous? À quel moment? Est-ce que c'est au niveau de l'orientation au collège, où on oriente mal? Est-ce qu'il y a trop de facs et trop d'études qui servent à rien et qui pourraient être mises dans la case culture générale et vous le faites chez vous? Qu'est-ce que sur quoi vous pointez le doigt et vous dites là, il faut agir, là, il faut agir? J'imagine que vous avez travaillé sur ça. C'est tout ce qui est, je pense, au niveau de l'émancipation aussi qui a fait cette cassure. Oui. C'est que ça va dépendre aussi de où les jeunes veulent aller étudier. Il y en a beaucoup qui quittent leurs parents pour aller étudier dans d'autres villes, dans d'autres pays. Je pense que ça aussi, ça crée une énorme cassure. Et il y a aussi le fait que l'université, c'est pas comme le collège et le lycée. Il y a un suivi qui est beaucoup moindre. Vous voulez dire qu'en fait, de passer du lycée à la fac,
aux écoles, le passage est brutal, est trop brutal? Je dirais pas qu'il est trop brutal parce qu'il y a un moment où il faut grandir dans tous les cas. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être difficile, je pense, pour certains. Ouais. Pour certains de ce passage-là. Et chacun, avec sa personnalité, C'est ça, et vit après, différemment les choses. C'est ça. Là, on est dans un monde qui se dématérialise à tous les niveaux, avec le digital, avec toutes les technologies dont on dispose. On a vu que pendant la pandémie, beaucoup ont suivi les cours à distance grâce aux ordinateurs, grâce à Internet, etc. Est-ce que vous pensez qu'il était imaginable que le monde universitaire, le monde étudiant soit dématérialisé et uniquement digital, de façon à ce que moi, demain, je suis étudiant, je peux aller suivre un cours sur la fac de Jakarta ou alors à celle de Rio, ou est-ce que c'est non, quand on est étudiant, on a besoin d'un lien social, on a besoin d'échanger? Comment vous le voyez, vous? Comment je le vois, c'est que c'est sûr, ça serait sympa de pouvoir étudier dans n'importe quelle ville juste en se connectant, mais on perdrait tout ce lien humain finalement qu'on a beaucoup perdu, je pense, pendant la crise. Quand vous dites que vous l'avez beaucoup perdu, à quoi vous pensez tout de suite? Tout de suite, on pense à nos parents qui nous disent que l'université, c'est les plus belles années de leur vie, c'est là où ils ont rencontré parfois leur premier amour, leur meilleur ami, c'est toutes ces choses qui vivent, ces sorties, ces balades, ces rencontres, qui ont fait que pendant la crise, c'était totalement coupé finalement. C'est qu'on ne se parle qu'à travers un écran. Vos professeurs, ils ne vous connaissent pas, ils ne vous ont jamais vu. Et on perd aussi ce lien prof-élève. On ne peut pas lui poser une petite question à la fin du cours, le rencontrer dans un couloir. Il y a tous ces liens qui sont au final si importants, je pense, pour l'être humain, qu'on a perdu pendant cette crise. Donc pour moi, une université totalement dématérialisée, serait pas une bonne chose. En tout cas, pas pour tous, parce que pour tous ceux qui ont besoin de ce lien, je pense qu'il est préférable de garder une université physique. Mais après, on sait qu'il existe déjà des étudiants qui suivent des formations à distance. Et ça existait bien avant la crise. Enfin, les écoles... Non, mais je vous pose une question parce que ça pourrait être une solution avec tous les étudiants étrangers qui viennent dans des pays pour suivre des études et qui sont en difficulté pour X ou Y raison. Peut-être que s'ils pouvaient suivre ces mêmes études à distance, non, c'est pas possible. Ils ne la vivraient pas de la même façon, je pense. Mais pourtant, les cours sont les mêmes. Ils sont les mêmes, oui. Mais on ne vit pas pareil. Je pense qu'on a besoin de ça aussi, d'être en amphi, avec ses camarades à côté, et pas chez soi, dans un salon, avec la grand-mère qui passe le balai. Enfin, je pense qu'on a aussi besoin de... c'est tout un entourage, sortir un environnement. C'est un environnement, et surtout cet étudiant, ça veut dire qu'il va étudier dans le même endroit qu'il va dormir, dans le même endroit qu'il va manger, il va jamais bouger. Et alors, quelle est la fac, l'université idéale pour Mona Lemrani? Comment on fait? Qu'est-ce qui est l'idéal pour vous tous? Comment vous la voyez, l'avenir de ce monde étudiant? Comment vous le voyez? Dans un monde idéal, Mona Lemrani, elle irait en cours le matin, sans problème de métro. Ah oui, ça c'est un monde idéal pour tout le monde. Un monde idéal pour tout le monde. Elle irait étudier donc avec des professeurs. Le soir, elle rentrerait avec son dîner, elle mangerait, elle serait au chaud dans son logement. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'université idéale, c'est celle où on n'aura qu'à se soucier de ses études. C'est ça. Et là, on en est encore loin. C'est sûr. Et vous avez l'impression que ça ne va pas en s'arrangeant? Non, les chiffres montrent que ça ne va pas en s'améliorant. Rien aussi que pour la santé des étudiants, en 2011 aussi, c'est ce qui a alarmé, c'est que 13% des étudiants déclaraient ne plus se soigner par manque de moyens. Ouais. Donc, dans l'idéal, ces étudiants n'auraient aucun problème pour se soigner, donc ils vivraient pleinement en pleine santé. Ils auraient juste à étudier. Est-ce que il fut une époque où la faculté, l'université était accessible à tous sans discrimination et tout le monde était accueilli, il n'y avait pas de différence. Est-ce que là, maintenant, on est en train d'avancer vers, avec des opérations comme les vôtres, avec des projets comme les vôtres, est-ce qu'on n'est pas en train de cliver un petit peu deux univers au sein des universités, ceux qui, par exemple, habitent à Paris, à 2 stations de métro chez papa-maman de la fac de Jussieu ou de la fac de médecine ou quoi que ce soit, et ceux qui viennent de province ou encore pire de l'étranger, qui sont là vraiment il y a un fossé qui se creuse entre ces deux mondes. Vous le voyez au sein même des universités où tout le monde est ensemble? Moi, je dirais que tout le monde est ensemble. Il n'y a pas vraiment cette cassure-là. En tout cas, moi, de mon expérience personnelle, c'est pas ce que j'ai pu voir. Et il y a aussi bien des gens qui sont chez papa-maman, mais que ça va pas non plus. C'est pas non plus être une sécurité, je pense, d'être vivre chez ses parents.
c'est un confort. Oui, on a un toit, mais parfois, ça peut être plus compliqué que ça aussi pour certaines familles. Il ne faut pas aussi le perdre de vue. Est-ce que, une dernière question concernant les facs, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de filiales? Est-ce que vous trouvez que l'orientation, elle est bien faite? Est-ce que à 18 ans, à 17 ans, quand on passe son bac, on sait déjà ce qu'on va faire dans la vie, à part ceux qui ont une idée très précise. Mais il manque pas une petite antichambre d'1 an ou 2 ans pour comprendre un peu mieux le monde dans lequel vous allez te projeter? Il n'y a personne qui vous accompagne pour ça? Je ne sais pas si une antichambre serait Enfin, quand je dis une mieux. antichambre, Oui, voilà, c'est un petit passage. un petit passage, ouais. C'est sûr qu'à 18 ans, à part ceux qui veulent être médecins ou Et qui le pompiers, savent, ouais. ou, voilà, à part des métiers comme ça très fixes, c'est vrai que la plupart des étudiants ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Et moi, je pense qu'au contraire, le fait qu'on ait un large choix, ça permet aussi de s'ouvrir l'esprit à plein de choses, découvrir des nouvelles horizons, de nouvelles choses. Mais c'est vrai que parfois, on peut penser qu'on manque un peu peut-être d'accompagnement dans ces recherches-là. Parce qu'il y a des salons qui sont mis en place, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être ajouter ça, je ne sais pas où. Je ne sais pas, Dans les je villes de l'Agorae, non? Oui, on a un pôle orientation aussi au sein de l'AGEP, dont on a un compte Instagram, où vous pouvez envoyer des petits messages. Et tout. Alors ça, vous allez me le dire un petit peu plus fort. Okay. On arrête tôt. Voilà, on arrive à la fin de l'émission de toute façon. Donc il est le moment pour vous de nous dire... de dire à tous les étudiants qui nous regardent, s'ils veulent se rapprocher de vous, ils veulent avoir des informations, ils veulent savoir comment ça fonctionne pour bénéficier, pour participer ou même pour être bénévole, comment on fait, vers qui on se tourne et à qui on s'adresse? Alors, pour nous retrouver sur les réseaux de l'AGEP, du coup, c'est AGEP Fédé sur Instagram et sur Facebook. Et pour tout ce qui est Agorae, on a aussi le compte Agorae Paris, vous pouvez nous retrouver. Et sur ces 2 comptes-là, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour devenir bénévole ou bénéficiaire ou pour toute autre aide dont vous aurez besoin. Mona Lamarny, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. TLS+, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS. Bon week-end à tous. À très bientôt. Au revoir.